Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 23 septembre 2022 et aujourd'hui on va parler du marché suisse, on va parler de la macro globale, faire un petit peu le point sur là où on est aujourd'hui et dans le monde compliqué dans lequel on vit. Alors déjà le truc qu'il faut retenir quand même cette semaine, c'est les 2-3 choses qui se sont passées au niveau de la Suisse, et il y a une chose qui est très importante, la toute première, c'est la hausse des taux de la BNS. On va en reparler tout de suite. Il y a une deuxième chose, c'est la croissance qui a été révisée à la baisse par le SECO cette semaine également. On va en reparler également. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est le SMI qui, pour l'instant, en ce vendredi matin, a une sale gueule et a quand même un tout petit peu cassé des supports qui sont délicats. Alors on espère que ça va bien se terminer ce soir, parce que si ce n'est pas le cas, ça risque d'être un peu showtime la semaine prochaine. Donc, avant toute chose, la semaine aura donc été clairement marquée par les banques centrales. Les banques centrales qui ont donc tenu le haut du pavé cette semaine, puisque globalement, on a eu tout d'abord la Fed, on a attendu toute la semaine la Fed. Avant la Fed, on a quand même eu, il faudra le noter, la banque centrale suédoise qui a monté les taux de 100 BP. Alors, je précise pour les Américains, quand on parle de la banque centrale suédoise, c'est la Suède, c'est au nord de l'Europe, c'est pas la Suisse, au centre de l'Europe. Et donc, la banque nationale centrale suédoise a monté les taux de 100 basis points parce qu'ils se sont laissés surprendre par l'inflation. Mais ce n'est pas les seuls, puisqu'on a eu évidemment cette semaine la Fed, qui est l'événement central du marché cette semaine dans le monde entier, voire un tout petit peu au-delà même. Et donc la Fed, comme vous le savez, a monté les taux de 75 basis points, montrant clairement son intention de continuer à monter les taux encore et encore. C'est que le début, d'accord, pour les mois prochains. On sait qu'en novembre, ils vont remonter probablement de 75 basis points, pour autant que le marché de l'emploi ne s'effondre pas entre les deux, puisqu'on a vu très clairement que la seule chose qui intéressait M. Powell, c'était de voir un ralentissement au niveau de l'emploi pour commencer à éventuellement, potentiellement, commencer à passer gentiment du faucon à la colombe. Et donc, évidemment, dans la foulée de la Fed, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et les banques centrales du reste du monde, donc il en restait 3, la Suisse, l'Angleterre et les Japonais, devaient aussi prendre leurs décisions sur les taux d'intérêt. Donc les Japonais, ils ont fait comme d'habitude, rien. Situation différente, le Japon c'est jamais pareil qu'ailleurs de toute manière, et puis il n'y a qu'à voir dans quel sens ils lisent les mangas. Et puis de l'autre côté vous avez eu la Banque d'Angleterre qui, après son deuil national, qui a dû décaler sa séance d'une semaine à cause de l'enterrement de la reine d'Angleterre, et donc la Banque centrale anglaise a décidé de monter les taux de 0,5%. C'est pas beaucoup, on aurait pu s'attendre à un peu mieux, un peu plus d'agressivité de la Banque centrale anglaise, mais c'est vrai qu'ils ont déjà pas mal monté les taux par le passé, donc on peut quand même espérer qu'ils vont réussir avec cette méthodologie à calmer l'inflation qui est quand même beaucoup plus violente dans le reste en Angleterre par rapport au reste du monde, si on fait une comparaison basique, puisque eux sont déjà largement au-dessus, des 10% déjà. Et puis après, on va devoir s'intéresser plus tard à la Banque Centrale Européenne, parce qu'eux, ils vont venir en décaler également, mais eux aussi vont devoir monter les taux massivement, parce que quand on voit, juste pour la petite histoire, le PPI allemand qui a été tapé 45,8 pour le mois dernier, on se demande comment ils vont faire pour freiner l'inflation qui va découler finalement de ce PPI qui est en train de littéralement exploser. On va pas revenir sur la thématique, bien entendu, de tout ce qui est énergétique, qui est en train de coûter un maximum de pognon à l'Europe et de se prendre le superbe effet boomerang par rapport aux sanctions contre la Russie. Mais c'est un autre débat, effectivement, qu'il faudrait aussi suivre cette thématique de la Russie, qui sera très importante ces prochains temps, puisqu'on a vu mobilisation de près de 300 000 hommes en Russie, menace, ou en tout cas utilisation du mot nucléaire dans les discussions de M. Poutine, dans les discours de M. Poutine. Méfions-nous quand même, parce que c'est des choses qu'on n'aime pas trop entendre, même si pour l'instant on fait comme si on n'entendait pas. Mais donc le gros morceau pour nous en Suisse, c'est que finalement le SECO, dans un premier temps, a baissé les perspectives de croissance pour 2022. Alors c'est toujours assez marrant, parce que finalement quand vous faites des prévisions économiques, c'est des prévisions, c'est pour le futur, hein. Et l'avantage pour les organismes principaux économiques, ce qu'ils font eux, c'est qu'ils révisent au fur et à mesure. Donc tu commences l'année avec des prévisions à 2,8, 2,9% de croissance, on va dire,
Et puis au fur et à mesure de l'année, comme tu vois que ça va pas le faire, eh bien tu réduis à la baisse, tu coupes encore, tu coupes. Et puis là aujourd'hui, il passe de 2,8 à 2,1 pour la croissance annuelle en Suisse en 2022. Et puis bon, du coup, à force d'ajuster finalement, quand ils vont modifier leur dernière prévision de croissance pour 2022, quand ils auront le chiffre exact, à la fin de l'année, ils diront « Oh bah c'est marrant, on a presque juste ». Et puis alors, bien sûr, l'autre sujet de la semaine, le sujet de la semaine, devrais-je dire, c'est l'intervention, la nouvelle intervention de la Banque centrale suisse, qui n'a pas forcément plu au marché, parce que jeudi matin, on avait quand même un marché qui était relativement bien orienté, et puis du coup, tout d'un coup, avec ces histoires de banque centrale et de hausse des taux en Suisse, eh bien, le marché s'est replié violemment pour terminer dans une configuration technique qui n'est pas terrible, on y reviendra tout à l'heure, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que finalement on comprend assez bien le fait que les banques centrales américaines ou que les banques centrales européennes viennent monter les taux massivement parce qu'ils ont une inflation qui est en train d'exploser, on part de 8-9%, et en Suisse on est à 3,5%, et on se dit mais pourquoi nous on doit encore monter les taux comme des dingues pour essayer de courir derrière. Alors on voit que la Suisse l'a déjà démontré par le passé, on a tendance à être plutôt prudent et plutôt anticipé plutôt que de vouloir galoper derrière, un peu à l'image de ce que font les autres banques centrales mondiales. Déjà, au début de l'été, quand ils ont monté les taux par surprise pour la première fois, on ne se serait pas attendu à ça de la part de la BNS, mais ils l'ont quand même fait. Et puis maintenant, ils refont un peu la même chose. On ne s'attendait pas autant que ça, mais bon, en gros, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que la BNS a monté les taux de 0,75%. Dans la foulée, eh bien évidemment, c'était le dernier pays géographiquement européen qui ressort des taux négatifs, donc on est repassé dans un monde, on va dire, normal. On peut espérer qu'un jour, on va bientôt toucher de nouveau de l'argent sur nos comptes épargne, et puis du coup, on va arrêter de nous prendre de l'argent au débit pour ceux qui ont encore des grosses sommes sur les comptes bancaires. Par contre, de l'autre côté, il va falloir bien surveiller le côté taux hypothécaire flottant, parce que ça risque de repartir aussi très très vite, un peu à l'image de ce qui se passe aux États-Unis. J'en ai parlé ce matin même dans le Morning Bull Live. Donc, on est dans une situation très critique de niveau inflation. On est dans une situation très critique au niveau risque de récession. Certains disent bien évidemment qu'on est déjà en récession en Europe, pas évidemment pas en Suisse pour l'instant, puisqu'on parle toujours d'une croissance de 2,1% malgré la révision à la baisse du SECO. Mais mis à part ça, eh bien, on sent quand même que la hausse des taux faisant son chemin, on a quand même pas mal de gens qui sont en train de se dire je vais quand même préférer in fine investir dans de l'obligataire pour être plutôt tranquille plutôt que de prendre des risques inconsidérés sur les actions. Alors c'est un petit peu fort de café, on va dire, parce que pour l'instant, quand on regarde les valorisations des big names de la Suisse, il n'y a pas de quoi paniquer, mais pour l'instant, on est plutôt en phase justement où on a un tout petit peu l'impression qu'on est en train de paniquer, et on va le voir sur 2-3 graphiques tout à l'heure, quand on va parler un petit peu des titres, mais on sent que le stress est quand même très très présent, et les doutes extrêmement présents, et puis la cassure des 10 300, si elle devait se confirmer ce soir, ne ferait bien évidemment pas plaisir du tout à certains investisseurs, parce que et finalement, quand on voit ce qu'il y a en dessous pour nous arrêter, c'est-à-dire pas grand-chose, on est un petit peu sans filet et ça risque d'être un tout petit peu tendu. Donc il y a plus un effet mécanique qu'un effet rationnel et on a l'impression qu'on va aller taper massivement sur des big names qui sont tout à fait correctement valorisés. Mais il faut passer par cette phase de nettoyage pour pouvoir à un moment donné se dire « Ok, je vais venir me repositionner ». Donc c'est plutôt... J'ai envie de dire d'être positif. Quand on voit l'état économique de la Suisse, eh bien, j'ai plutôt envie d'être constructif en me disant si on casse les 10 300, si vraiment on rentre dans un sell-off général un petit peu partout, on parlait dans l'émission de ce matin des 3 600 sur le S&P, des 12 500 sur le DAX et des 5 800 sur le CAC, si on devait avoir une mauvaise semaine et une accélération à la baisse, ce qui tomberait assez bien puisqu'on est en septembre et qu'on sait que la deuxième partie du mois de septembre, c'est toujours la pire des parties, et déjà que le mois de septembre, c'est le pire des mois boursiers, eh bien forcément, on peut avoir 2-3 craintes, mais si on avait ce sell-off, eh bien, il ne faudra quand même pas oublier non plus qu'on a quand même des superbes boîtes de qualité et que quand elles se font massacrer en Suisse, il faut aussi savoir les reprendre. On attaque tout de suite avec les performances de la semaine sur les assets un peu à droite à gauche dans le monde. Eh bien, vous voyez clairement que la tech, encore une fois, c'est pas une bonne semaine, hein. On voit que le Nasdaq se fait démonter en perdant 4,28%. Le Hang Seng perd également 4,13% à Hong Kong. Ce qui est assez fou, c'est que si vous regardez un petit peu le graphique du Hang Seng, eh ben, c'est clairement un trend descendant de chez trend descendant, hein. Il n'y a aucun doute à avoir de ce côté-là. Le SMI, ce qui est assez surprenant, en baisse de quasiment
quasiment 4%. Alors là, on est vendredi matin, je ne sais pas comment on va finir ce soir, mais en tout cas pour l'instant, on est en baisse de 4% sur une semaine. C'est un petit peu inquiétant parce que d'habitude, on a un peu ce statut défensif et on a baissé autant que le Bitcoin cette semaine. Donc il y a de quoi se poser 2-3 questions, même si pour l'instant, on a l'impression que le Bitcoin est mieux capable de rebondir que le SMI, ce qui est un petit peu paradoxal. Autrement, le CAC, moins 3,6, le DAX, moins 3,13 et le Dow Jones qui s'en sort un petit peu mieux par son aspect défensif, encore une fois. Le Nikkei, moins 2,5%, donc vous voyez que finalement, les seules choses qui ne baissent pas, c'est un petit peu tout ce qui est défensif, à savoir l'or, l'argent et le Brésil. Mais le Brésil, c'est pas défensif, ça n'a rien à voir, c'est juste un petit peu un monde à part pour l'instant. Donc on voit la tendance des marchés asiatiques à la baisse, la tendance des marchés en général à la baisse, donc c'est encore une sale semaine. Forcément, quand on voit qu'on a ce côté hausse des taux qui a vraiment perturbé tout le monde, même si ce n'était pas forcément une immense surprise. Si on regarde à la performance à l'intérieur des indices, là aussi c'est tout rouge. Sur le SMI, c'est 100% rouge, il n'y en a pas un qui sort son épingle du jeu. À noter quand même, vous verrez des boîtes comme Partners Group, comme Crédit Suisse, comme Lonza, comme UBS, ils sont tous en train de casser des supports importants. Logitech aussi a cassé un support important. Donc on a vraiment un peu l'impression qu'on est arrivé un peu à l'image du SMI qu'on verra tout à l'heure du point de vue graphique. Eh bien on a cassé des supports et du coup vous avez le SMI qui casse et vous avez tout le reste qui part avec, puisque finalement quand on tape sur l'indice directement, il y a aussi des effets capillarité avec les contenus de l'indice, donc la liste des 20 titres du SMI que vous avez sous les yeux, et donc du coup tout le monde vend tout et n'importe quoi, et donc il y a un effet aspirateur à la baisse, ce qui fait que tout le marché est sous pression, et là on ne prend pas de prisonniers. Et clairement, quand on voit les performances des titres individuellement et quand vous regardez un petit peu les nouvelles qu'il y a dessus, il n'y a pas grand chose, très peu de nouvelles, très peu d'informations, mais dans le doute on préfère quand même taper dessus. Le SLI, c'est la même chose mais en pire, parce que vous avez toujours Partners Group, mais en plus vous avez Temenos qui se prend aussi 12%, et puis vous voyez aussi d'autres titres qui ne sont pas membres du SMI qui sont sous une forte pression cette semaine. On attaque le graphique du SMI. Alors comme vous le voyez, alors il n'y a pas besoin de faire des grandes théories ni des grands dessins ce matin. Vous voyez clairement que le SMI est en train de casser massivement à la baisse. Donc on avait ce dernier support qui date des bas du mois de juin, un peu à l'image du S&P sur les 3600. Et donc hier après-midi, dans la foulée de la Fed, on a clairement cassé. Alors cette figure graphique n'est pas belle du tout, mais on va espérer encore une chose, peut-être qu'aujourd'hui, s'il y avait un petit retournement, ou aujourd'hui ou la semaine prochaine, on voit qu'on est quand même en phase de survente au niveau des stochastiques. Donc on peut quand même espérer qu'à un moment donné, on va essayer de se récupérer. Le miracle cette semaine voudrait qu'on arrive à clôturer là en dessus de ce support des 10 300. Ce serait le point positif qu'on pourrait espérer cette semaine. Sinon, si vous regardez un petit peu plus loin, vous voyez que ces 10 300 ne nous apportent pas rien qui vaille, puisque finalement le prochain support qu'on pourrait essayer de déterminer, ce serait 10 200 qui date de 2020. Et puis après, le point bas, ça nous ramène en novembre 2020, en pleine crise du Covid. Et ça nous fait quand même un petit chemin de quasiment 1000 points à se taper sur le SMI. Donc franchement, méfiance quand même, parce qu'il n'y a plus grand chose pour nous retenir. Alors évidemment que cette zone-là qu'on a... Attendez, voilà, tac, la zone qu'on a eu en 2020 où on a réussi à s'en sortir va faire effet d'amortisseur, mais ça fait quand même un bas dans la zone des 10 000. Donc à surveiller attentivement. Pour l'instant, c'est clairement pas beau ce que fait le SMI, mais on va lui laisser le bénéfice du doute avec la clôture de ce soir. Du côté du SLI, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Alors aux États-Unis, on dit toujours que l'indice techno, le SOX, le Semiconductor Index, est un indicateur avancé, parce que quand la croissance commence à ralentir, c'est toujours un très mauvais signe. En Suisse, on n'a pas forcément un indice de croissance, mais on va dire que le SLI est quand même un tout petit peu plus techno et un peu plus volatile que le SMI, et quand lui commence à casser à la baisse, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Alors si on se base là-dessus, vous voyez que les supports qu'on avait sur les 1500, 1600, 1590, 1600 dont on parlait la semaine passée, ils ont clairement cédé, puisqu'on est à 1557 points sur le SLI. Et on est mal, on est très très mal, donc pour l'instant là aussi le support est cassé, il n'y a plus rien pour nous retenir, et le prochain point bas qu'on avait fait en octobre 2020 se situe une centaine de points plus bas. Donc méfiance clairement sur le SLI.
la tendance n'est clairement pas bonne. Là aussi, on devrait espérer avoir un rebond qui peut nous sauver les fesses en fin de semaine. Mais il faudrait vraiment qu'on arrive à clôturer à 1610 ce soir. Et je vois assez mal qu'est-ce qui pourrait justifier un tel retournement de situation à l'heure actuelle sur l'indice du leader price. On va pas parler que de mauvaises nouvelles, puisque à noter quand même qu'il y a eu 2-3 choses positives. La première, c'est Barème. Barème a signé 2 contrats de plusieurs millions, donc ça a un petit peu motivé la performance du titre. Et comme on va le voir dans quelques instants sur le graphique, eh bien c'est un des seuls titres qui finalement a une jolie performance sur la semaine et laisse un tout petit peu d'espoir pour la suite des événements. Donc le premier qui s'en sort pas trop mal pour l'instant, c'est Barème. Barème, on voit le graphique à l'heure actuelle, vous voyez très clairement qu'on est allé chercher un point bas en fin de semaine dernière, et puis pour l'instant on tente le renversement de tendance. Merci à cette bonne nouvelle sur ces contrats qui fait que pour l'instant on arrive à se sortir de cette situation de crise. Il va falloir qu'on tienne ces niveaux-là sur les 56-57 francs suisses chez Barème pour pouvoir trouver quelque chose de plutôt constructif à l'avenir. Mais cette nouvelle a été bien prise par les intervenants, ce qui fait que ça fait un petit peu de bien dans ce monde de brut. On a Roche aussi qui a eu plusieurs approbations cette semaine, 2 approbations, un dans le secteur diabétique et l'autre dans les affections rétiniennes. Donc là aussi c'est encourageant, on voit que malgré l'effet global des mauvaises nouvelles et l'effet inflation et l'effet flip qu'on se fait aujourd'hui sur tous les marchés, il y a quand même du fondamental qui continue. C'est là aussi où je veux revenir sur le fait que quand ça va mal, c'est aussi là qu'il faudra en profiter pour se repositionner pour l'avenir, en partant du principe que l'avenir sera forcément mieux. Et puis on sait très bien que dans ces zones de crise, il ne faut pas non plus paniquer, surtout sur des actions comme ça. Il faut en profiter pour se repositionner, pour construire nos caisses de retraite, pour autant qu'on puisse prendre la retraite un jour. Alors quand on regarde le chart de Roche, eh bien vous voyez tout de suite et très clairement que c'est justement un des cas d'école qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous avez des bonnes nouvelles fondamentales qui sont annoncées sur le titre, et vous avez finalement le titre qui ne fait que baisser sur toute la semaine. Mais c'est pas parce qu'il y a des mauvaises nouvelles sur le bon rush, c'est simplement parce que le SMI est en train de casser et tout est en train de casser à la baisse. Et donc forcément quand vous voulez vendre sur le SMI, que vous voulez mettre la pression sur le SMI, eh bien vous allez taper sur tout le monde, ce qui fait que vous avez un effet bof qui est en train de se déclencher. Alors pour le bon rush, pour l'instant ce serait bien qu'on tienne les 300 francs. On voit que ça fait quand même un gros support ici, mais dans la zone des 310, 300 c'est plutôt l'endroit où il faudra commencer à se repositionner. Mais là encore, il faudra voir à quel moment le sell-off va se terminer sur le SMI. Nestlé, cette semaine, on parle des pizzas, puisque Buitoni continue de faire du bruit. Vous vous souvenez de l'affaire de ces pizzas frelatées, entre guillemets, qui avait coûté la vie à pas mal de gens en France, et cette crise qu'il y a eu il y a quelques temps. Eh bien, aujourd'hui, il y a un avocat qui est en train de poursuivre Nestlé en justice en France et qui demanderait 250 millions d'euros de dommages et intérêts. Nestlé a démenti avoir reçu la moindre avertissement de ce côté-là, la moindre convocation au tribunal. Affaire à suivre. Ces histoires juridiques, il ne faut pas non plus trop s'attacher là-dessus, parce que 250 millions, pour Nestlé, eh bien c'est pas grand-chose. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça prend beaucoup plus de temps et la responsabilité n'est pas 100% portée sur Nestlé. Donc ça va être un long combat juridique. Il y a un effet bof dans les marchés. Aujourd'hui, si on regarde le graphique de Nestlé, eh bien on a simplement une correction hebdomadaire un peu à l'image du reste. Et comme vous le voyez, là aussi, alors la bonne nouvelle, c'est que si j'étais un trader ici sur Nestlé, eh bien j'essaierais d'en racheter à 105. Vous avez d'abord une configuration de double bottom qui est en train de se dessiner sur Nestlé. Ici on le voit, 1 et 2. Et puis vous avez en plus derrière cette tendance long terme qui passe par là, et on voit très bien que dans la zone des 104 on a un gros support. Alors ensuite vous avez encore, pour rajouter un peu de baume au cœur, les stochastiques qui sont en survente et qui ont l'air de se réveiller un petit peu. Moi j'aurais tendance à vouloir me repositionner gentiment sur Nestlé pour essayer de jouer un petit rebond de quelques francs dans l'immédiat, parce que bien évidemment que tout sera conditionné à ce qui va se passer sur le SMI, parce que si on se prend une volée de bois vert sur le SMI, bien évidemment que Nestlé ne résistera pas au choc. Après, il n'y a pas grand chose non plus à raconter sur la semaine, mais si on regarde quelques graphiques, eh bien vous voyez par exemple Temeno, j'en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas forcément de nouvelles fondamentales, mais le titre est en train de casser des supports relativement importants sur la zone des 71,80. C'est un peu simplement le symptôme du dégagement de positions qui sont en train de casser les supports. Là aussi,
aussi à l'image du SMI. C'est pas le seul, Temenos n'est pas le seul à vivre ce genre de situation. On a un peu l'impression que les gens sont en train de craquer et dégagent les positions sur lesquelles ils se sentent pas à l'aise ou qui étaient plutôt des positions spéculatives. C'est un peu sur le cas également sur des boîtes comme par exemple le JTech. Vous voyez là aussi le JTech est dans une tendance baissière qui a cassé son support qu'on avait déterminé l'autre jour à 47,50 et qui continue de baisser encore. Le seul espoir qu'on a, c'est qu'à un moment donné, peut-être que les stochastiques vont revenir en bas et puis qu'on pourra essayer de jouer un petit rebond. Mais pour l'instant, tout ce qui est techno, c'est un tout petit peu out of fashion. Et tant que les choses ne se calment pas d'une manière un petit peu plus fondamentale, un peu partout dans le monde et pas uniquement en Suisse, il n'y a pas trop de choses à attendre. Mais c'est pas que dans le secteur techno que ça pêche. Vous voyez aussi que le Crédit Suisse se fait littéralement massacrer depuis quelques temps. Alors bon, c'est pas une grande nouveauté, mais si vous voulez, quand vous êtes à des niveaux de 4,95 et puis que 4,95 5 francs et que tout d'un coup vous descendez à 4,50, en termes de pourcentage c'est énorme. Et puis surtout on le voit très très bien, le support que vous avez ici qui a été enfoncé en ce début de semaine, et là on ne sait pas trop où on va s'arrêter. Pour être franc, il n'y a pas grand chose à espérer. Les 4 francs semblent clairement dans le pipe pour le Crédit Suisse. Là aussi, en dehors qu'ils ont signé un settlement pour Archegos, mais on parle de montants qui sont tellement dérisoires qu'on ne peut pas croire que les gens vendent à cause de ça. Aujourd'hui, c'est simplement une espèce de give-up phase, de capitulation qu'on peut constater sur pas mal de titres. Ce genre de société comme le Crédit Suisse également. Un autre exemple encore, vous voyez la Geberit là aussi, hein, sell-off là-dessus. On sent un petit peu que les gens sont en train de capituler sur à peu près toutes les positions. Encore une fois à l'image du SLI, encore une fois à l'image du SMI. Pour l'instant, les seuls qui tiennent encore le choc, pour l'instant, c'est des boîtes comme les assurances. Zurich est relativement bien positionné, mais ça reste quand même sévère. Je vous disais que j'essayais de jouer cette sortie de triangle. On verra si on arrive à inverser la tendance en fin de journée sur le SMI, ce qui nous laissera peut-être un petit peu d'espoir. Dans les nouvelles qu'il faut retenir encore aujourd'hui, on notera dans les petites sociétés qu'on surveille de temps en temps Zur Rose, la pharmacie online qui a annoncé ce matin un rachat, une offre publique de rachat d'obligations. On parle d'une obligation qui arrive à échéance en 2023 pour un montant de 118 millions de dollars, quelque chose comme ça, qui paye du 2% de coupon. Il propose une offre de rachat aujourd'hui, ce matin, mais c'est pas quelque chose qui devrait changer fondamentalement. Pour l'instant, de toute façon, Zur Rose reste sous pression. On l'a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a eu massivement des downgrades un peu partout dans le secteur des banques d'affaires et le titre n'est pas forcément en très bonne position. Il faudrait vraiment que les choses se décantent au niveau de ces ordonnances électroniques en Allemagne. Ce serait enfin un bon signe, mais visiblement, ce n'est pas pour demain. Et visiblement, le gouvernement allemand, je crois savoir qu'ils ont d'autres préoccupations dans l'immédiat. Donc voilà ce qu'on peut dire cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance, comme disait l'autre à l'époque. C'est pas joli, techniquement c'est très moche sur le SMI ce qu'on fait pour l'instant. On est vendredi matin, donc on peut encore espérer un renversement de tendance miraculeux ce soir qui pourrait nous sauver les fesses et nous laisser espérer un rebond technique sur le SMI la semaine prochaine. Ça pourrait être logique parce que finalement cette hausse des taux, j'ai envie de dire que c'est presque un bon signe de voir que la BNS a tendance à anticiper les choses contrairement à d'autres banques centrales. Mais pour l'instant, on est vraiment en mode capitulation. Comme on l'a vu sur les graphiques aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui liquident, qui ne veulent plus entendre parler de certaines actions pour le moment. Donc il va falloir que ça passe. C'est un passage obligé dans cette phase de fin de bear market parce que je suis quelque part intimement persuadé qu'on arrive quelque part à mettre les pieds au fond. On n'est plus très loin, on est peut-être à 10% des plus bas, mais gentiment on a l'impression qu'on arrive à trouver un fond. On est obligé de passer par ces zones de capitulation. Donc le maître mot, si on veut garder un petit peu d'optimisme aujourd'hui, c'est commencer à regarder ce que vous avez vraiment envie d'avoir sur le long terme, parce qu'il y aura certainement des très bonnes occasions dans les sols qui ont l'air de se préparer pour l'instant. Voilà, en ce qui me concerne, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et puis moi je vous retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull live. Et puis bien sûr vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss. Passez un excellent week-end à tous, profitez bien, reposez-vous bien. Et puis dites-vous que c'est des mauvais moments à passer. Et puis que normalement, après la pluie, le beau temps. Et puis qu'après le mois d'octobre, eh bien, il y a le rallye de Noël. Le Christmas Rally, comme on l'appelle. Allez, à lundi. Bye bye.